Vous êtes sur El Mararibia, quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité. Réagissez sur les réseaux sociaux, la page YouTube et la page Facebook. Et encore une fois, merci pour vos témoignages et toutes les informations que vous nous envoyez, via les réseaux sociaux. C'est vous qui faites l'information. Soyez les bienvenus. Début janvier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, très optimiste, a annoncé de belles perspectives pour le pays, notamment 2022, une année de relance et de décollage économique, avait-il dit. Eh bien, c'est toujours le cas malheureusement des Algériens et des Algériennes qui sont face à une situation au quotidien de plus en plus difficile, avec un pouvoir d'achat de plus en plus bas. Ce soir, donc, nous reviendrons sur l'actualité de la semaine, qui est malheureusement toujours marquée, dominée par les difficultés des Algériens et des Algériennes à subvenir à leurs besoins, notamment se nourrir, s'habiller, se soigner ou encore étudier. Comme chaque samedi, nous ferons un point sur la situation précise au pays avec le syndicaliste Boualem Amoura qui est avec nous. Pénurie de produits, de l'huile, du lait, entre autres du sucre, des médicaments, un manque d'eau. Hier encore, j'avais une amie du côté de Matras qui nous disait qu'il n'y avait pas d'eau depuis une quinzaine de jours. On va y revenir. Bien sûr, la semaine a été marquée par la visite du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Il s'est rendu au siège de l'armée, à une rencontre avec le chef d'état-major, Saïd Chengriha. Des questions qui se posent. Pourquoi n'y a-t-il pas de ministre de la Défense en Algérie? Les seules visites effectuées par le président Abdelmadjid Tebboune sont avec le corps de l'armée au sein des casernes. Aucun bain de foule, inauguration, aucune rencontre avec la population au sein des wilayas, notamment des mairies, ou encore lorsque les Algériens sont dans la rue, dans l'incapacité, le président de la République et ses ministres d'aller à la rencontre des citoyens. Et puis un président en Algérie qui est souvent, depuis maintenant plusieurs années, ministre de la Défense, ou encore Abdelaziz Bouteflika qui était vice-ministre de la Défense. Peut-on parler donc de crise de confiance? Voilà ce qu'a dit Saïd Chengriha lors de la rencontre et de la réception du président de la République. Je cite: au début d'une nouvelle année porteuse d'ambition et d'aspirations légitimes en un avenir meilleur pour notre vaillant peuple, notamment après le parachèvement, c'est toujours un mot qui revient, du processus d'édification institutionnelle de l'Algérie nouvelle. Fin de citation. On va y revenir. Bien évidemment, la semaine a aussi été marquée par l'affaire de cette agence qui aurait arnaqué un certain nombre d'étudiants algériens en leur proposant d'organiser des voyages afin qu'ils puissent se rendre à l'étranger, notamment en Russie, en Ukraine ou en Turquie, pour poursuivre leurs études. Actuellement, c'est 75 étudiants qui auraient cédé aux propositions en acceptant de payer les services de ces agences pour aller continuer leurs études à l'étranger. La justice a ordonné donc jeudi dernier la mise sous mandat de 11 suspects poursuivis dans cette affaire. Ce contrat aurait stipulé, tout ça c'est au conditionnel bien évidemment, puisque la justice n'a pas encore déterminé, d'assurer une inscription universitaire, un logement confortable au sein des campus dans les pays dont je viens de vous citer. Il serait question notamment de 1890 à 18 900 euros des étudiants bloqués actuellement à l'étranger. Il y a aussi ces influenceurs qui sont suspectés, notamment le comédien Rivka ou encore Noumidia le Zoul, aux 6 millions d'abonnés qui ont été entendus. Les influenceurs ont été également mis sous mandat dépôt, sauf la jeune Inès Abdelli qui est mineure, qui est actuellement sous contrôle judiciaire. On rappelle tout de même que ces influenceurs qui avaient accepté de faire de la publicité au sein de cette agence, en se rendant compte très rapidement et en entendant notamment certains étudiants qui se sont exprimés en décembre dernier, ont rapidement réagi pour s'excuser notamment et certainement mettre fin à leur contrat de publicité. Mais au-delà de cette polémique, de ce côté people qui secoue la toile, eh bien le drame se joue et continue à jouer dans notre pays. L'essentiel, c'est ces jeunes, ce pays qui continue à se vider de cette belle jeunesse au talent inqualifiable qui pourrait rester en Algérie s'ils en avaient la capacité, le désir de partir, qui n'épargne désormais plus qu'aucune frange de la société, peu importe l'âge,
les Algériens et les Algériennes souhaitent quitter le pays. Alors dans cette affaire, nous n'allons pas nous préoccuper bien évidemment de l'affaire puisque la justice s'est saisie de l'affaire, mais nous allons revenir sur les méthodes, des méthodes qui ont été dénoncées, qui ont créé la colère, la polémique sur les réseaux sociaux, les militants, les ONG. Où est la justice, le secret de l'instruction, présomption de l'innocence? Pourquoi cette affaire est-elle sortie maintenant alors que la plupart des médias nationaux en ont parlé maintenant depuis le mois d'avril dernier? Pourquoi la justice, le ministre de l'Intérieur s'en saisit maintenant? Les étudiants sont-ils réellement une préoccupation du pouvoir quand on sait qu'un certain nombre d'étudiants se sont exprimés dernièrement sur les réseaux sociaux pour un changement de système, pour un pays libre et pour pouvoir vivre dignement dans cette belle Algérie qu'ils aiment tant? Cette affaire n'est-elle pas utilisée à d'autres fins? Voilà, et d'autres objectifs. Voilà la question qu'on se posera. On reviendra sur les détenus. Ils sont plus de 320 à l'heure actuelle, alors que la situation et la liberté d'expression, la démocratie est toujours dénoncée. Je vous le disais, par les ONG, les militants politiques, les partis ou encore les Algériens et les Algériennes. Eh bien, on écoutera tout à l'heure le président Abdelmadjid Tebboune qui voit autrement. Nous l'écouterons et puis nous reviendrons sur notre équipe nationale. On ne parlera pas de football, on l'aime bien cette équipe nationale. Je rappelle 35 matchs consécutifs sans perdre, une Coupe d'Afrique des Nations qui a été remportée, une Coupe d'Arabe, donc on ne se préoccupera pas du côté sportif. C'est ça le sport, il y a des hauts et des bas. Donc on se préoccupera de l'un des hommes les plus appréciés, aimés en Algérie. Il y en a d'autres, mais en tout cas, il en fait partie aussi dans le monde football mystique. C'est le sélectionneur Djamel Belmadi qu'on salue. Eh bien, il a échoué et il a assumé. Voilà ses réactions. On l'écoutera tout à l'heure. Le fait peut-être d'être responsable, d'échouer, bien c'est ce qui fait la réussite quand on assume ses actions et ses fonctions. Des mots, notamment la responsabilité quand on échoue, ce sont des mots et des réactions qu'on n'a pas entendues maintenant depuis plusieurs décennies, notamment dans la bouche de certains présidents de la République ou de certains ministres, comme le pouvoir actuel. Algérie 2. Rétro info de la semaine. Avec nous, Boualem Amoura, enseignant syndicaliste SATEF. Bonsoir, secrétaire général du SATEF. Bonsoir, Boualem Amoura. Bonsoir, mon ami Chabel. Bonsoir à tous les invités. Bien sûr, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al Mararibia. Sans oublier notre diaspora et bien sûr les techniciens d'Al Mararibia. Et merci de votre invitation. C'est moi qui vous remercie comme chaque samedi. Merci de nous consacrer ces quelques minutes. Il est avec nous Morad Yefsah, analyste politique, membre du CCAF. Bonsoir Morad Yefsah. Bonsoir Chaban, bonsoir à vos invités, à Monsieur Boualem Amoura que je connais assez bien, et bien sûr bonsoir à tous les téléspectateurs du monde entier de Maghrébia. Merci pour votre fidélité. Avec nous, journaliste freelance Abdelrani Dorman. Bonsoir, cher confrère. Bonsoir, cher Chaban. Je te salue et je salue également tes invités, ainsi que toute l'équipe de Maralibia et tous les braves Algériens de l'intérieur et de l'extérieur. Et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Est avec nous aussi enseignant, militant politique. Il se donne aussi à fond pour voir ce système changer. En tout cas, c'est ce qu'il revendique aussi. Abderrahim Moussawer, bonsoir. Enseignant, militant politique. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les invités, bonsoir à tous les téléspectateurs de Maghrébia et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions car sans vous, il n'y aurait pas de débat et d'information. À 19h précise, on aura 3-4 minutes. Kamel Dziri, militant politique, il était à Lille aujourd'hui, il y avait un rassemblement. On a échangé tout à l'heure et on a longuement évoqué cette union puisqu'ils étaient très nombreux, unis dans le même objectif, changement de système, une Algérie libre, vivre dignement, liberté pour les détenus politiques. Entre autres, il sera avec nous pour 3-4 minutes tout à l'heure. Boualem Amoura, je commence avec vous. Comme chaque samedi, il est important de revenir sur la vie des Algériens et des Algériennes. Et encore une fois, c'est la question que je vous pose, sans exagérer, sans spéculer, mais le constat aujourd'hui, aussi bien au niveau alimentaire, la santé, l'éducation, l'environnement,
Comment vivent les Algériens et les Algériennes aujourd'hui? Quelle est la situation au pays? Merci. De prime abord, donc, je salue particulièrement mon ancien professeur à l'université, M. Mourad Yefsah. J'ai le plaisir de revoir à travers Magharibia, bien sûr à travers les réseaux sociaux. En ce qui concerne la vie quotidienne des Algériens, j'essaie de le répéter, c'est un secret polichinelle que de dire nous ne vivons pas dans la prospérité, parce que ce terme, nous devons l'utiliser en Algérie. Nous avons un beau pays, un pays riche, donc nous devons aspirer à la prospérité. Je le dis, certains le reprochent, mais pour moi, j'ai de l'espoir et nous allons continuer à lutter. Malheureusement, avec tout ce que vous avez cité, après chaque semaine que j'interviens, il y a une nouvelle crise qui s'installe. Vous parlez de quelqu'un qui vous a, un ami, ou là, un ami qui vous a saisi de Maatra depuis 15 jours, nous sommes en période hivernale, aujourd'hui même il a plu, donc il y a un manque d'eau. Oui, c'est vrai, nous vivons encore en cet hiver la crise d'eau. Nous n'avons pas tous les jours de l'eau courante dans nos robinets. Donc nous sommes revenus aux années 70, 60-70 dans certains villages. Donc il y a, à partir de demain, oui, dimanche, les boulangers, du moins en ce qui concerne Tizi-Ouzou, je pense que ce sera à travers toute l'Algérie, ils ont décidé d'une grève illimitée parce qu'ils devaient donc faire cette grève bien avant, mais ils ont tapé à toutes les portes et toutes les portes leur ont été fermées. Ils nous parlent de dialogue, tout comme ils nous parlent de dialogue, nous, les syndicalistes, mais malheureusement, toutes les portes ont été fermées, donc ils ont décidé qu'à partir de demain, ils ne vont pas faire du pain. Et demain, donc, du moins dans certaines régions, les Algériens vont se retrouver sans pain. Imaginez les gens qui vivent dans des bâtiments, ils ne peuvent pas peut-être comment préparer le pain, des familles qui ont des enfants, et bien sûr, il y a des familles, des couples qui sont des fonctionnaires. Donc là, nous disons que nous passons d'une crise à une autre, ou bien que les crises s'accumulent. La crise de l'huile n'est pas encore réglée. Les prix ont augmenté. Je fais mon marché, si j'ose dire, mes commissions quotidiennement. Ce matin même, j'ai fait certaines commissions. Et sincèrement, je n'étais pas le seul dans cette supérette à m'étonner de l'augmentation des prix. Parce qu'ici en Algérie, on n'augmente pas les prix de 1%, 2%, de 5 dinars, peut-être 10 dinars. Non, mais c'est de 100 à 200%. Et je peux donner des exemples. Mais tous les prix, en tout cas, ont augmenté. C'est des prix qui sont devenus, des fois, pour la petite bourse, les petites bourses, inaccessibles. Ce n'est pas cette augmentation, cette fois-ci de janvier, avec bien sûr la réduction de l'impôt sur le revenu global, qui va essayer de couvrir ces augmentations, parce que c'est des augmentations, je disais, minimes, c'est de la poudre aux yeux, et ces augmentations qui sont tout de suite absorbées par l'inflation. Pour une fois, je le disais, je le répète, on nous cache la vérité sur l'inflation, mais nous la connaissons, tout comme ils nous cachent les chiffres sur le chômage, les vrais chiffres. Là, ils reconnaissent qu'il y a 9%. Donc, tout de suite absorbé, et cette augmentation ne servira à rien. Donc, nous sommes là dans une situation de non-vie, si j'ose dire, parce qu'on n'aspire plus à vivre mieux. Moi, en tant que syndicaliste, avec tous mes camarades, nous essayons de sauvegarder les acquis. Nous ne demandons pas à avoir une vie meilleure maintenant ou de la prospérité. Nous essayons de garder ce que nous avons acquis malheureusement. Les acquis Boualem Amoura, justement, vous évoquez de préserver des acquis. Ça veut dire que vous n'en êtes même pas dans l'ambition pour l'instant de projeter autre chose. Sauvegarder ces acquis, c'est aussi la responsabilité des hommes et des femmes. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes, malheureusement, en Algérie, hein,
qu'on entend ou qu'on voit notamment dans la sphère des hautes instances politiques. Alors ça, c'est encore un autre problème, un autre débat, mais qui est très important et on l'évoque au sein de la chaîne, la place de la femme au sein des responsabilités en Algérie. Mais c'est aussi, enfin, c'est la responsabilité d'Abdelmadjid Tebboune, du ministre des Commerces, des différents ministres, pour préserver justement ce quotidien. Est-ce qu'ils bougent? Est-ce qu'ils font des choses? Est-ce qu'ils proposent autre chose? Est-ce qu'ils prennent leurs responsabilités comme l'a fait dans un autre cadre, mais c'est important, l'a fait pour faire un clin d'œil, mais on l'évoquera en fin d'émission, notamment Belmadi. Est-ce que si on parle de l'autre côté, comment il est aidé ce peuple algérien aujourd'hui? Le peuple algérien, il est abandonné à son sort. Un peuple, si j'ose dire, qui vit à la limite de la misère. Que voulez-vous qu'il fasse? Il n'a plus de repères. Vous avez raison de parler de ce que font les autres, ce que devraient faire ceux qui gouvernent. Le ministre du Commerce, il a failli dans sa tâche. C'est pas moi qui le dis. Cette semaine, il y a une réunion des hommes d'affaires, bien sûr, à l'Horacie, à l'hôtel Horacie. Il y avait un ex-président de la Chambre du commerce de l'Ouest, actuellement député indépendant Abdelkader Gouari, qui lui a lancé dans la figure: écoutez, monsieur le ministre, vous n'avez rien fait pour la crise de nuit, parce que c'est une crise récurrente, c'est une crise qui revient. L'année passée, nous l'avions vécue. Donc, jusqu'à quand allons-nous permettre cette impunité en Algérie? Parce qu'en Algérie, nous le disons à chaque fois, nous l'avons vécu, le problème de l'Algérie, c'est le problème de l'impunité. On l'avait dit, celui qui se trompe ou qui a failli, je veux dire qui a failli, eh bien, qu'il laisse sa place. Malheureusement, nous avons vu des ministères, des ministres qui ont failli, ils n'ont pas été relevés de leurs fonctions. Moi, je vais vous dire une chose en ce qui concerne, peut-être je vais vous étonner, mais je suis un petit peu la vie quotidienne de l'Algérien, je discute avec des hommes et des femmes en Algérie, mais je vais vous rappeler une chose, je ne vais pas vous étonner, je vais vous dire que la seule fois où nous avons passé un ramadan sans pénurie, sans augmentation des prix, et là vous allez être étonné, c'est du temps où Ammar Abdelounis était ministre du Commerce. Comment est-ce qu'il a fait? Ça, je ne peux le dire. Ça veut dire que nous pouvons combattre ces crises-là et ces pénuries-là quand on veut. Là, il faut se poser la question, pourquoi certains réussissent, d'autres ne le font pas. Et là, je ne fais pas d'éloge pour Ammar Abdelounis, mais je sais une chose, comme vous l'avez dit. Moi, je dis qu'il y a des femmes et des hommes dans ce pays qui sont capables. Et surtout quand vous dites de femmes, oui, ça existe, surtout dans le secteur de l'éducation. Il y a beaucoup de femmes militantes, certes, qui ne se prononcent pas, mais sincèrement, qui sont des combattantes et des militantes. Donc, c'est au pouvoir public de donner les moyens pour cette société civile, au lieu de l'étouffer, les moyens pour justement avoir une certaine légitimité, si c'est une légitimité, et puis d'aller de tirer l'Algérie vers le haut. Je reviens vers vous dans quelques instants. Mourad Yefsah est avec nous. Vous êtes en France, à Paris. Vous êtes algérien. Vous aimez aussi ce pays. Qu'est-ce que cela vous inspire quand on entend Boualem Amoura au quotidien? Il parle de ce quotidien. Il vient d'employer des mots forts lorsqu'on évoque la responsabilité, les réactions, les décisions, les moyens mis en place du président Abdelmadjid Tebboune, de ses ministres, et quand il dit effectivement aujourd'hui le peuple est abandonné, Mourad Yefsah. Oui, ce que vient de dire monsieur Amoura, qui est enseignant, qui est secrétaire général d'un syndicat et qui a quand même plusieurs années d'expérience professionnelle, mais aussi dans l'activité syndicale. Il parle d'une réalité concrète qu'il constate. Il parle de faits concrets. Et il n'est pas en train de faire de la politique. Il est en train d'évoquer un ensemble de faits concrets qu'il constate actuellement en Algérie, et qui résume une situation, moi personnellement, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt,
une situation quand même dramatique du fait qu'il y a une dégradation des conditions de vie. Et cette dégradation des conditions de vie, c'est l'une des premières exigences que tout citoyen, que tous les peuples dans le monde entier exigent de leurs gouvernants. C'est premièrement pouvoir vivre et faire vivre leurs enfants décemment. C'est la première des choses. C'est-à-dire qu'avant de parler, bien sûr, de paix, avant de parler donc de démocratie, de souveraineté, etc., la première des choses, c'est que bien sûr, il faut que les citoyens puissent donc subvenir aux besoins donc de leur famille, donc avoir un travail et un salaire qui leur permettent donc de répondre à ces besoins. Et là, tout ce que vient de dire Monsieur Amora donc montre qu'effectivement nous sommes dans une situation donc sur cette première exigence. Et nous sommes donc dans une situation de dégradation. Il a parlé donc de paupérisation. Donc, et ça, c'est quelque chose qu'on lit. Il suffit donc aussi donc d'ouvrir donc les journaux algériens. Je pense que les journalistes algériens sont d'accord avec le constat que fait Monsieur Amora. Et là se pose donc effectivement la question. Cette Algérie nouvelle que M. Tebboune donc voudrait nous vendre. Est-ce que c'est cette Algérie-là que des millions d'Algériens ont demandé depuis maintenant donc l'ouverture du processus révolutionnaire, donc le Hirak en février 2019? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Des millions d'Algériens qui ont manifesté pacifiquement dans le respect, dans la considération, y compris lorsque les forces de l'ordre leur tapaient dessus, les intimider, les réprimer, ils ne demandaient pas une dégradation de la situation sociale. Non, ils demandaient donc l'amélioration de la situation sociale, l'amélioration de la situation politique, l'amélioration de la situation économique, l'amélioration tout court du respect du citoyen, donc dans toutes ces libertés individuelles et collectives. Donc là, on est à 2 ans. M. Tebboune a été élu, a été désigné. Certains donc diront comme chacun donc utilisera le verbe qu'il souhaite. Mais en tous les cas, il est à la tête des affaires du pays en tant que président ayant tous les pouvoirs, comme jamais un président algérien ne les a eus, du fait qu'il y a eu encore un amendement de la Constitution en novembre de 2000. On va en parler dans quelques instants, Mouradif Sa, de ce président. On va juste une dernière. On va en parler justement de des pouvoirs exorbitants, mais n'empêche que la situation ne fait que se dégrader. Alors justement, vous parlez de ces pouvoirs, mais on va en parler dans quelques instants sur cette actualité importante, puisqu'il s'est rendu auprès du ministère, auprès des armées. Il est allé à la rencontre du chef d'état-major Saïd Chengriha avec des mots, on va y revenir, mais vous parlez de ce pouvoir que possède dans les mains Abdelmadjid Tebboune. Mais qu'est-ce qu'il en fait aujourd'hui? Est-ce que les Algériens et les Algériennes, pour vous, je fais appel maintenant à l'analyste politique. On évoque ce constat, mais c'est vrai qu'il est douloureux et on pourrait y revenir pendant plusieurs heures. Mais où sont les pouvoirs de ce président algérien qui pourrait prendre peut-être des décisions pour aider les Algériens à subvenir à leurs besoins, à avoir Internet correctement, à pouvoir avoir de l'eau correctement? Est-ce qu'il a réellement des pouvoirs? Je pense qu'il serait faux donc de dire qu'il n'a pas de pouvoir, bien qu'il existe d'autres centres de pouvoir dans le système politique algérien, bien entendu. Il y a bien un système qui est très on peut dire complexe, avec différentes sources, avec différentes forces qui se sont accaparées de secteurs entiers, donc aussi bien politiques, économiques et social qu'il contrôle, que ça soit dans l'armée, dans l'administration ou autre. Mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas responsable, parce que constitutionnellement, c'est lui qui est responsable. Or, aujourd'hui, on voit un responsable politique, Fathi Harat, il a été condamné à 2 ans de prison
Donc c'est quelque chose d'énorme. On a un parti, le PST, qui a été dans les activités ont été gelées. On a un président de parti, Mohsen Bouallabbas, qui est sous contrôle judiciaire. Donc, on a du point de vue social, du point de vue donc des moyens de vie de la population, bien sûr, une dégradation sociale. Du point de vue politique, une dégradation des conditions d'exercice de la politique. On parle même, les principaux responsables aujourd'hui parlent de la criminalisation de l'action politique. On voit donc du point de vue de l'économie, eux-mêmes ils reconnaissent qu'il y a des centaines de projets qui ont été bloqués. Pourquoi ils ont été bloqués? Par une administration dont ils sont eux-mêmes les responsables. Donc on voit bien, c'est eux qui le disent, ce sont leurs propres chiffres. Il suffit d'ouvrir aujourd'hui n'importe quel journal, un journal qui paraît en Algérie et qui relate les faits. Donc les faits sont accablants. L'analyse, c'est que ce régime qui a été donc inauguré en décembre 2019, aujourd'hui, il fait pire que le précédent. Alors que restez avec nous. On a vu au travers donc les 3 années du Hirak, le peuple algérien a bien démontré que ce système n'est pas apte à répondre aux aspirations du peuple algérien. Je reviens vers vous. L'analyse. Je reviens vers vous dans quelques instants, Mourad Yefsah. Abdelrani Dorman, cher confrère journaliste freelance, bien écoutez, une réaction. Vous connaissez aussi le dossier par cœur, vous connaissez l'Algérie. Vous avez entendu le constat, encore une fois, très, très douloureux, comme chaque samedi, chaque semaine, au sein de nos émissions, de la part de Boualem Amoura. Une réaction d'abord, et puis aussi une réaction sur l'irresponsabilité, quelque part, puisqu'on a compris que les Algériens et les Algériennes étaient livrés un peu à eux-mêmes. On peut se rappeler tout de même la sortie du ministre Rezik du Commerce, qui avait évoqué la responsabilité de cette pénurie d'huile, donc due notamment au trafic de mineurs, des réactions, enfin des justifications qui laissent sans voix. On peut imaginer un mineur trafiquer des bidons d'huile. Enfin, c'est à vous, cher confrère. Oui, je commencerai par le bout par lequel tu as voulu finir ou terminer le triste donc cette question de mineurs auxquels on peut pas vendre de l'huile sous prétexte que c'est des trafiquants ou des spéculateurs qui utilisent ces mineurs pour stocker les produits et les expédier vers l'étranger. Vraiment, ça fait rire parce que ou ça fait pleurer, je ne sais plus. Vraiment, je me suis dit que si on faisait exprès pour s'adonner à un certain sarcasme, on pourrait pas le faire. Ou ils le font exprès pour distraire les gens, quitte à se faire passer pour des je ne sais quoi, je trouve pas le mot, pour des guignols, hacha les guignols. Donc je me dis c'est pas possible. On vous entend, à moins qu'on vous ait perdu. On vous entend, hein, cher Abdelrani. Alors, apparemment, on va essayer de vous rappeler, Abdelrani Dorman, journaliste freelance. Alors, est-ce que nous avons Kamel Ziri avec nous avant d'accueillir Abderrahim Moussawer? Il est 19h06. Alors, Abderrahim Moussawer est avec nous, enseignant, militant politique, place aux invités. J'ai assez évoqué un certain nombre d'éléments. C'est à vous, Abderrahim Moussawer.
Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia. Je ne sais pas si vous me recevez. Très très bien. On vous entend très bien. Alors, si j'ai quelque chose à rajouter sur les propos depuis le début de l'émission, c'est que nous avons en Algérie un régime, un système qui montre, c'est-à-dire à la lumière du jour, qui montre sa faiblesse, qui montre aussi son désarroi. C'est un régime aux abois. N'oublions pas que depuis quelques semaines, puis d'ailleurs ça fait des années, mais là, ces derniers temps, ça se voit de façon remarquable. Le fait que de créer parfois des scandales. Tout à l'heure, vous avez parlé des influenceurs, vous avez parlé de ce qu'ils ont appelé la traite transfrontalière. Notamment les étudiants qui voulaient poursuivre leurs études en Ukraine, et donc les boucs émissaires qui ont été créés, qui ont été mis en place chez Bahoum, c'est-à-dire on les a gavés d'argent et à un certain moment on les a utilisés comme des boucs émissaires. Et puis vous avez les révélations de Bonouera récemment. C'est vrai que ces révélations ne nous conduiront jamais, ne nous induiront jamais dans la lutte des clans au régime, mais néanmoins ça nous renseigne sur la fragilité de ce système qui n'arrive même pas à tenir son corps armé, c'est-à-dire cette institution militaire. Ça en renseigne aussi sur ce malaise qu'il y a au sein de l'institution militaire. Et donc là, on peut même faire une projection sur le désarroi que connaît ce régime en termes d'arrestation. Donc là, il agit dans tous les sens, des arrestations de militants politiques, de syndicalistes, Raj qui a été dissoute, le président de SOS Beblouet qui a été emprisonné, Fethi Gharas en prison, Mohsin Belabès sous contrôle judiciaire, et vous avez aussi, il y a 2 jours, le PST qui a été interdit de faire des activités et qui voit ses locaux fermés. Alors, intéressant là, votre analyse. La question que je posais il y a quelques instants aux invités, j'espère qu'on va pouvoir retrouver Abdelrani et Dorman. Justement, à la fois, on peut comprendre en vous écoutant qu'il y a une facilité de pouvoir au sens noble du terme, c'est-à-dire on peut prendre des décisions. D'un côté, vous parliez effectivement qu'il y a des décisions de justice pour l'UCP, des décisions de justice pour le PST, Fethi Gharas. On rappelle que effectivement le Conseil d'État suspend les activités du PST, qui est un parti socialiste de travailleurs et qui a ordonné notamment la fermeture de ses locaux. Alors on a l'impression que d'un côté il est facile, d'un côté plus judiciaire, d'arrestation, de répression, le pouvoir est facile. Et à la fois, quand on entend notamment Boualem Amoura qui nous évoque vraiment des problèmes concrets d'ambition, de vie, de nourriture, d'eau, d'internet, de projets en Algérie, eh bien là, il n'y a plus de pouvoir dans les 2 sens du terme. C'est qu'il personne ne dirige ce pays, il y a une incompétence. En fait, ça va dans les 2 sens. On abandonne le peuple. Ça va dans les 2 sens. Les propos de M. Amoura, je les rejoins à 1000% parce qu'il raconte le vécu quotidien des Algériennes et des Algériens. Donc pour désorienter l'opinion publique et même la réorienter vers des questions futiles. Donc il faut créer des scandales, il faut créer des affaires judiciaires, mais aussi appauvrir ce peuple. Parce que tout à l'heure, quand tu as posé, Chaban, ta question, est-ce que Tebboune a un pouvoir? Est-ce qu'il a la possibilité d'agir ou de réagir? Effectivement, ce serait une erreur de dire que Tebboune, certes, il a été désigné par la junte militaire et tout, mais il fait partie quand même d'un clan du régime, ce qui fait que ça lui donne un certain nombre de pouvoirs. Sauf que ces pouvoirs, au même titre que les autres, c'est-à-dire ceux qui l'ont mis en place, ils les orientent vers l'appauvrissement du peuple, vers le musellement des libertés individuelles et collectives, parce qu'ils savent que là, depuis 3 ans, le peuple algérien, il est plus que jamais éveillé, il est plus que jamais conscient des affaires politiques, sociales, économiques du pays. Donc nous sommes aux portes de la 3e année du Hirak, ce qui fait que les 5-2, le 22-2-2022, font peur à ce régime. Donc il faut créer tous les moyens nécessaires, il faut créer toutes les brèches, toutes les extensions qui permettent à ce régime de maintenir
le statu quo de politique d'un côté, mais aussi d'éviter que le peuple ressorte de nouveau dans les rues. Chose qui ne pourra pas rester éternellement, parce que le peuple du jour au lendemain, demain il va ressortir. Ça c'est certain. Merci infiniment, Abdelrahim Moussaouer. Restez avec nous. Peut-être. Alors, est-ce qu'on a retrouvé Abdelrani Dorman? Pas encore. On devrait avoir Kamel Ziri avec nous. Pas encore. Il attend l'appel. Donc, on va essayer de le joindre. Boualem Amoura, je reviens vers vous. On a vu, alors les sujets sont liés bien évidemment, on a vu cette semaine le président Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale au siège de l'armée. D'un point de vue général, on a un président de la République qui fait énormément de rencontres, d'échanges avec l'armée algérienne, mais on a beaucoup de mal à le voir effectivement lors d'inauguration, dans les rentrées scolaires, universitaires, au sein aussi des syndicats. Vous nous en parliez la semaine dernière. Bon, alors quand on dit Abdelmadjid Tebboune président, ça peut être aussi ces ministres. D'abord, qu'est-ce que vous évoque cette rencontre où on a entendu effectivement aussi un chef d'état-major, Saïd Chengriha, voilà ce qu'il dit, je cite, je vous le disais tout à l'heure en ouverture d'émission, au début d'une nouvelle année porteuse d'ambition et d'aspirations légitimes en un avenir meilleur pour notre vaillant peuple, notamment après le parachèvement du processus d'édification institutionnelle de l'Algérie nouvelle. Quand on vous écoutait tout à l'heure, on n'a pas l'impression qu'il y avait justement, on ne parle pas d'édification et d'Algérie nouvelle. Oui, malheureusement. Moi-même, je me suis impliqué durant certaines années dans ces processus électoraux, sachant bien sûr au niveau local, parce que moi, je crois à la démocratie participative et à la gestion locale. J'ai fait l'effort de participer, mais je savais que c'était sans utilité, si j'ose dire. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais le relier tout de suite avec ce parachèvement des institutions. Ben oui, les élections locales ont eu lieu depuis maintenant le 27 novembre, je pense, parce que je suis plus ce qui se passe dans ces élections. Mais ce qui se passe, il se passe que quotidiennement, je parle du quotidien, rien n'a changé depuis. On a changé des personnes, on a bien sûr, je m'excuse des termes, dégagé des maires, là on les appelle des présidents d'APC, on les a remplacés par d'autres qui ont déjà démontré leur faillite, leur incompétence de par le passé. Vous savez que je connais, bien sûr, ils sont là, je les connais. Mais depuis, la situation, les routes par exemple, le manque d'eau, l'insécurité, l'environnement dont tu parlais tout à l'heure, mais malheureusement, rien n'a changé. On a pris de nouvelles personnes, nouvelles et bien sûr anciennes, on les a mises sur des sièges. On a ramené du nouveau qui ne savait pas comment marche une APC. Et au moment où je vous parle, c'est dans la presse, c'est pas moi qui le dis, avant-hier, il y a plus de 50 APC, Assemblée populaire communale, qui ne sont pas encore installés. Parce qu'il y a des problèmes, des différends entre ces gens qui sont élus. Il faut reconnaître que durant ces élections de cette année, certaines sont venues par intérêt. C'est pour occuper beaucoup plus des postes. Ils n'ont aucune culture, ni politique, ils n'ont aucune adhésion politique. C'est des novices. Et aussi, il y a de grandes appuis à l'Assemblée populaire de Wilaya. On parle d'Assemblée populaire de Wilaya de Constantine. Constantine, je pense que c'est une ville importante qui n'est pas encore installée. À Borj-Baraj, ils sont arrivés à l'appui, l'Assemblée populaire de Wilaya. Borj-Baraj, ils sont arrivés en main parce que personne ne veut céder sa place pour l'autre. Il y a des privilèges, des gens sont venus pour ces privilèges-là. J'en connais, le monde a passé, et ce monde a encore, des gens parce qu'ils sont chômeurs. Oui, ça aussi, on devrait parler de nos jeunes qui n'ont pas d'autre choix que soit de prendre le petit bateau
et risqué sa vie dans la mer. Certains ont rejoint ces élections-là, c'est pour avoir un salaire durant 5 années. Donc, on n'a fait aucun parachèvement. Quand ce sont leurs chiffres qui nous donnent. Vous parlez de projets d'investissement. Moi, je vous parle dans l'éducation. Ce sont leurs chiffres. C'est la commission du Sénat qui le dit. C'est pas moi qui a... Et de la Cour des comptes. La Cour des comptes aussi, qui a épluché justement la gestion de ces collectivités locales. Et j'en connais un bout, pas un bout, j'en connais beaucoup, je m'excuse des termes, et je maîtrise un petit peu ce qui se passe dans ces APC-là. Quand vous avez sur 101 contis scolaires, congés de contis scolaires, parce que pour moi et pour les parents d'élèves, c'est important d'avoir une contis scolaire pour les élèves dans l'école primaire. Il n'y a que 14 contis scolaires qui sont réalisés. C'est-à-dire qu'à la rentrée, on aura un grand déficit. Au moment où je vous parle, quand il y a parachèvement ou pas, quand vous fermez les écoles algériennes, moi, je n'ai pas vu d'autres pays qui ont fermé pendant cette pandémie les écoles, parce que l'école doit être le dernier espace à fermer. Les cafés sont remplis, sont en des demandes. Le transport urbain, public, aussi, sans aucune distanciation, on se permet de fermer les espaces du savoir. Nous, le SATEF, on s'est prononcé pour agir et procéder au cas par cas, parce qu'il n'y a pas lieu de s'affoler. Il y a dans certaines régions, dans beaucoup de wilayas, où cette pandémie n'est pas vraiment dangereuse. Merci infiniment, restez avec nous, je reviens vers vous. On va retrouver, je l'espère, par téléphone, on a un problème de connexion avec Abdelrani Dorman. Vous m'entendez, je pense? Oui, parfaitement. Oui, c'est très bien par téléphone. Merci d'être avec nous. Mais écoutez, vous pouvez terminer votre propos que vous aviez commencé tout à l'heure. Mais j'aimerais aussi avoir votre avis sur cette visite une nouvelle fois. Il y a énormément de visites, de liens. Hein. Il y a un couple fort en Algérie. C'est d'abord la présidence, le politique et l'armée. Là, concrètement, cette semaine, Abdelmadjid Tebboune, qui est le ministre de la Défense, s'est rendu notamment auprès du chef d'état-major. Il y a une crise aussi de confiance. Qu'est-ce que vous évoque cette rencontre une nouvelle fois? On a un président algérien qui est toujours auprès de l'armée et vice-versa. Il est impossible de le voir auprès de ses compatriotes, puisque c'est très difficile, des citoyens exactement. Est-ce qu'il n'y a pas là une crise de confiance justement entre l'armée et le politique aussi? Oui, je commencerai par pour finir mon propos concernant les pénuries et les pénuries de 3 ou 4 produits au-delà des prix qui, comme il l'a dit votre invité, c'est une syndicaliste. Par exemple, le café, moi je l'achetais à 170 dinars, 250 grammes. Aujourd'hui, il est à 260 dinars jusqu'à 270 dinars. Alors, faites la différence. Vous verrez la différence entre 170 et 260, ça fait beaucoup. Donc, je vous laisse le soin de faire le pourcentage. Il y a pas mal de produits. Donc, moi, personnellement, je ne demande plus les prix. J'achète et je pars. Je ne veux pas me fatiguer. Voilà, donc c'est vraiment... Y a-t-il une issue pour les Algériens dans les semaines à venir? On a Abdelmadjid Tebboune qui a parlé de décollage. On imagine un avion décoller, donc c'est pour vous dire que... Pour décoller... De décollage économique Allez-y, pour décoller, il faut une piste. Donc, il n'y a pas de piste quand le chef de l'État, entre guillemets, le président Tebboune parle de relance économique. C'est vraiment un non-sens. Qu'est-ce qu'une relance? Il faut d'abord avoir une économie pour la faire relancer. Donc il n'y a aucune économie
qui repose sur les hydrocarbures, ils appellent ça une économie. Donc il faut pas se voiler la face. Bon, pour revenir à la visite de Tebboune auprès de ses employeurs, moi je dirais, parce que il a toujours fait comment dire, il parle pas des civils, il ne parle que des généraux, de l'armée. C'est ça, parce que, comme on dit, il peut pas. En fait, il n'a pas de. Contrairement à ce que disait un de vos invités, qu'il a un pouvoir. Enfin, quelque part, il a le pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Monsieur Tebboune, il est là, on l'a fait venir. Il y a une feuille de route. Il obéit au doigt et à l'œil. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Bien sûr, s'il y a des petites bricoles de rien du tout autour de lui, du semblant dans les déclarations, moi je défie la présidence de faire un discours en direct, par exemple. Un président, il s'adresse à son peuple et en direct. Ils enregistrent, ils effacent, ils font pas mal ils passent des heures et des heures à faire des enregistrements de 10 minutes. Donc c'est normal à rendre visite auprès des militaires. C'est aussi pour dire que voilà, nous sommes il n'y a pas de guéguerre. C'est des messages. Justement, Abdelghani Dorman, en parlant de guéguerre, pour reprendre vos mots, on a vu, Abdelrahim Moussaouer l'évoquait tout à l'heure, on a vu encore cette semaine avec cette sortie de 2 vidéos, apparemment il y en a d'autres, une vidéo qui arriverait, qui émanerait de la prison de Blida, donc c'est cet adjudant, donc le militaire Bouinouira qui était le secrétaire général, le bras droit d'Ahmed Gaïd Salah. À la fois on a un chef d'État très proche de son armée. On l'a vu tout de même que Ahmed Gaïd Salah était très proche de la famille Bouteflika, même si à la fin on a vu un peu ce qui s'est passé lors du départ et du souhait de la démission du défunt Abdelaziz Bouteflika. À la fois il y a des rencontres et puis à la fois on sent tout de même peut-être une guerre des clans à l'intérieur de cette armée avec cette institution politique. Oui, certainement. À mon sens, la Jama'a, ils sont vraiment à couteau tiré. Et puis, moi, je trouve que la visite de M. Tebboune au ministère de la Défense était vraiment improvisée en réaction justement à ces fuites, ces tasrib de vidéos. Vraiment, ils étaient pris de court les uns les autres. On n'en sait pas plus. Mais en fait, pas le contenu. Le contenu, généralement, c'est pas grand-chose. Mais le timing, ces vidéos qui sortent, et la première dans le manque de synchronisation avec l'image et le son, vidéo qui a suscité bouche, effectivement. Puis ils ont corrigé. Puis il y a une autre vidéo qui est quand même synchronisée. Moi personnellement, je fais pas très attention à ces fuites, mais j'essaye d'analyser par rapport au timing, par rapport à ce qui se passe entre eux. C'est clair, ce n'est plus un secret. Ce n'est un secret pour personne que au Sérail, il y a vraiment un rififi.
Merci Abdelrani Dorman. Effectivement, hein, après cette vidéo, il y a une visite assez claire hein, du président Abdelmajid Tebboune à la rencontre de son chef d'état-major. Avant d'accueillir une nouvelle fois donc Morad Yefsah, on va écouter 2-3 minutes. Alors, a priori, je dois avoir Kamel Dziri ou le docteur Tarika Arab qui est avec nous. Bonsoir, messieurs. Tariq, il est avec moi. On est en pleine réunion. Du coup, oui, alors vous êtes en pleine réunion. Je vous prends juste 2 minutes. La révolution continue, le Hirak continue. Kamel Dziri, vous me disiez tout à l'heure que il y avait un rassemblement dans l'Union pour les détenus, pour le changement de système, notamment en lien avec l'invitation de la Belgique il y a quelques semaines. En tout cas, aujourd'hui, il y avait une vraie soudure entre Algériens pour ce changement de système que revendique la révolution, le Hirak maintenant depuis 3 ans. Oui, exactement. En fait, à Lille, on s'est réunis aujourd'hui. C'était une manif, hein, une action de Hirak. C'était le collectif local à Lille qui a invité, on va dire, des activistes de France, de Belgique et d'Allemagne et d'autres villes. Et on s'est dit, en fait, le collectif ici a dit, en profitant de la présence de la diaspora ici sur place, de se réunir après pour se connaître. Voilà. Et après, la rencontre elle est ouverte, elle était ouverte à tous les participants pour se connaître et discuter un petit peu. Parce qu'en fait, le but c'était de répondre un petit peu à l'urgente nécessité de concrétiser l'union, parce que tout le monde parle de l'union, le consensus. En fait, le lien entre les activistes, entre les actions, et ne pas avoir comme ça des actions qui sont censées être des actions Hirak, sans aucun fil conducteur, sans aucun lien. Donc, c'est ça, en fait, l'axe principal là, de cette rencontre. Donc, voilà, c'est très, très... En termes d'ambiance, de mobilisation, il y avait... tout de même du monde, il y a eu des cars hein, qui sont partis, une mobilisation qui est partie de Place de la République en ce samedi 22 janvier, 9h ce matin au cœur de Paris. Et puis les slogans aussi, l'ambiance, le monde, les slogans, ce sont toujours les mêmes slogans je pense. Voilà, toujours les mêmes slogans de Hirak. Là, Lille, ils n'ont pas l'habitude d'avoir beaucoup de monde, donc ils étaient un peu surpris d'ailleurs. Ils n'arrêtaient pas d'appeler les organisateurs et tout ça. Pourquoi il y a autant de mobilisation? Pourquoi il y a autant de pancartes, de banderoles, de drapeaux? Mais maintenant, le Hirak, on sait que c'est dans la Silmia. On n'est pas là pour casser ou pour troubler. Non, loin de là. C'était vraiment dans le respect les uns aux autres. Et il y avait des slogans, bien sûr, repris de Hirak, du bled. On n'inventait rien du tout. Et l'ambiance générale, tout le monde, franchement, tout le monde était content. Et justement, en partant, tout le monde se donnait des rendez-vous, Vous savez, il y a le 20 à Paris, le 20 février à Paris, c'est pour le troisième anniversaire maintenant de Hirak. Il y a d'autres actions à Milan. Donc c'est ça, c'est pour trouver un lien entre les activistes, parce que maintenant c'est les plus obstinés, on va dire, qui sont restés là, qui sont actifs, et puis en même temps lier les actions les unes aux autres. C'est pas une action isolée sans lendemain. Voilà, il faut donner un petit peu, et je pense que ça donne beaucoup d'espoir aux hirakistes, activistes du bled. On voit que là-bas c'est impossible maintenant de parler, de bouger. Ils arrêtent même les partis politiques et les gens qui font que de la politique, donc ils sont présents. Du coup, les activistes, c'est un peu dur. Maintenant, le rôle de la diaspora, justement, c'est ça. C'est maintenir ce message de Hirak, de Silmia, non-violence, inclusion surtout, non-exclusion, parce que c'est ça, ça joue plus au bled, en fait, il joue sur la violence. Merci. Contre toutes. Voilà. Et là, dans la diaspora, on joue sur la division. Donc, la division, qu'est-ce qu'il faut? Là, l'union, la non-exclusion. Et des rencontres comme ça permet, en fait,
de créer ce lien entre les activistes et tout ça, et aller devant et sortir. Voilà. Donc là, la réunion de Lille, c'était à la suite de la manif de Lille, et on encourage maintenant tous les initiateurs d'action et tout ça de se réunir, de faire, de sortir des appels, des écrits, des comptes rendus. Voilà. Voilà, les comptes rendus, que ça reste. Vous avez évoqué des mots assez forts, Kamel Ziri, en direct de Lille. Donc, l'union, la mobilisation, l'espoir, la solidarité avec le peuple algérien. Effectivement, toutes les bonnes initiatives sont bonnes à prendre à partir du moment où l'on évoque cette situation et qu'on parle de ce pays. C'est déjà le plus important. Je rappelle que vous étiez à Lille, notamment devant l'ambassade. On va écouter ici Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune qui revient sur la liberté d'expression pour commencer, et juste derrière sur la démocratie. Et on écoutera Morad Yefsah juste derrière. حرية التعبير مضمونة، ولكن في حدود الأدب. السب والشتم معنى محتاج دخل مع حرية التعبير. السب والشتم والتجريح قانون الجنايات، قانون العقوبات. أما التعليق السياسي مرحبا، كل واحد بأفكاره، والأغلبية هي اللي تقرر. ولكن لازم الدولة تكون قوية، ولازم الدولة كذلك تسهل المعيشة نتاع المواطن. هذاك علاش رانا ماشيين في نظام اقتصادي جديد اللي يخلي رأس المال يلعب الدور تاعو، وعكس ما يقال هنا وهناك. احنا ماناش ضد رأس المال، بالعكس ما فيش تقدم، ما فيش خلق مناصب شغل بدون استثمار، والاستثمار ما يجي إلا من رؤوس الأموال النظيفة والنزيهة اللي ما تحوش تركع الدولة بأساليب ملتوية وأساليب غير قانونية. On essayera de réécouter tout à l'heure le président Abdelmadjid Tebboune concernant la démocratie. Bon, ce sont des vidéos que vous pouvez retrouver sur la page YouTube de votre chaîne El Magharibiya. Morad Yefsah, on va vous retrouver par Skype maintenant. Avoir votre avis d'abord sur cette rencontre. Encore une fois, ce couple inséparable de l'armée et puis d'un point de vue général des institutions politiques. Comment avez-vous réagi? Aussi, peut-on parler de crise de confiance malgré qu'il y ait un lien? Et puis, c'est vrai qu'en Algérie, depuis maintenant longtemps, on n'a pas de ministre de la Défense. Parce que derrière, c'est aussi ça, de pouvoir garder un contact direct. Parce qu'on sait qu'un président, à un moment donné, il peut se détacher aussi de son ministère de la Défense, mais à partir du moment où il a ces deux rôles, il est en contact direct. Et je voudrais qu'on évoque aussi juste par la suite, pas cette affaire spécialement, mais encore une fois, ces accusés qui sont présumés bien sûr coupables, qui ont été entendus devant les caméras. Où est la présomption d'innocence? Où est l'instruction judiciaire, la discrétion de l'enquête? On retrouve un peu les mêmes méthodes. Je crois qu'il y a un nom qui circule, ce sont les Dahdouriyet, si je ne me trompe pas. On a dit ça. Revenons à deux sujets qui ont été abordés et qui sont vraiment très, très importants parce qu'ils sont aujourd'hui au cœur de l'actualité et au cœur des préoccupations des Algériennes et des Algériens. Donc la première des choses, c'est effectivement la question de la séparation des pouvoirs. Et là, on voit bien effectivement, donc, du point de vue constitutionnel aujourd'hui, donc de la Constitution qui a été amendée, le président de la République est lui-même donc ministre de la Défense. Donc il est chef suprême des armées. Donc c'est bien lui qui est le chef de l'armée. Donc il s'est présenté au ministère de la Défense nationale et le chef d'état-major a fait une déclaration avant lui. Et je lis ce qui a été rapporté par la presse. Donc c'est une citation. Le chef d'état-major, il dit « Le processus d'édification de l'Algérie nouvelle se poursuivra dans ce cadre à un rythme soutenu de manière à atteindre le changement escompté, à concrétiser les aspirations légitimes de notre vaillant peuple et à redonner l'espoir aux citoyens, etc. » Il continue.
Et bien sûr, auparavant, il a été dit que, donc par le même président, que l'armée ne s'occupe pas de politique. Et on voit bien là une déclaration d'un chef d'état-major, des propos qui relèvent, mais en premier lieu du président de la République. On s'attendait à ce que le chef d'état-major nous parle dans cette situation particulière où notre pays est entouré donc de guerres et de menaces sur l'intégrité territoriale de notre pays. On voit bien effectivement une situation dans laquelle les Algériens sont inquiets, que ce soit ce qui se passe au Maroc, avec donc les accords d'Abraham avec Israël et la programmation de l'installation d'une base militaire d'Israël donc sur le territoire marocain, la situation au Mali qui est une situation de guerre, la situation en Libye qui est une situation de guerre, la situation donc dans les pays du Sahel qui sont juste à côté, la même chose, la Tunisie qui est dans une situation de crise. Et donc, on aimerait bien que le chef d'état-major nous rassure et nous dise qu'est-ce qu'il en pense, justement, quelle est la stratégie de notre chef d'état-major concernant donc la défense et comment dirais-je, la préparation, bien sûr, de ce secteur stratégique, donc dans un État, pour maintenir l'intégrité et la souveraineté sur notre territoire. Et là, on voit effectivement donc plutôt donc un aspect politique. Deuxième aspect, on voit donc la déclaration de M. Tebboune qui parle de la démocratie. Et la démocratie, elle est bien définie dans la Constitution. La Constitution, elle reconnaît, quelles que soient ses faiblesses, cette Constitution. Bien entendu, personnellement, je n'ai jamais appelé à voter pour cette Constitution, mais c'est une Constitution de fait. Et cette Constitution, elle reconnaît le droit aux Algériens de s'exprimer librement, de s'organiser et d'activer. Et ce n'est pas à M. Tebboune de dire ce que doit faire un président de parti ou ce que doit faire un citoyen ou un militant. C'est la Constitution qui trace les droits et devoirs donc, des citoyens dans ce domaine et dans d'autres. Et dans ce domaine bien particulièrement, donc il a la liberté d'expression, la liberté d'organisation et la liberté donc d'exprimer et de joindre l'acte à la parole par le biais donc d'actes démocratiques, que ce soit celui donc de la manifestation, de rassemblement, de meeting, de réunion et de grève. Or, il se trouve que l'État que préside M. Tebboune interdit aux partis politiques de se réunir dans leur propre siège. C'est-à-dire qu'il vient, son État, l'État, c'est l'Algérie nouvelle qu'il est en train donc de mettre en place, vient donc de fermer un siège d'un parti pour avoir exercé de la politique. Il vient de mettre sous contrat judiciaire, donc sous contrôle judiciaire, un président de parti parce qu'il a réuni dans son siège une réunion donc, de militants politiques. Il vient de condamner à 2 ans de prison un responsable d'un parti légalement reconnu, etc., pour avoir donné son appréciation de la situation politique. Donc on voit bien que là, il outrepasse, y compris ces prérogatives qui sont énormes, ces prérogatives constitutionnelles qui sont énormes. Alors, est-ce qu'il les exerce? Il ne les exerce pas, mais en tous les cas, les faits démontrent que son régime, avec les pouvoirs exorbitants que lui donne la Constitution, il outrepasse ses pouvoirs et il porte atteinte aux libertés des responsables politiques, des militants politiques et des citoyens politiques. Je reviens vers vous dans un instant. Il nous reste 12 minutes, je voudrais qu'on revienne aussi sur cette actualité, puisqu'il y a toujours autant de détenus. Ça, c'est aussi une autre actualité concrète que subit et que vivent les Algériens, avec aussi cette instrumentalisation de cette affaire d'escroquerie, qualifiée en tout cas d'escroquerie, qui existe depuis des mois et elle sort maintenant. Mais on va s'intéresser surtout à cette méthode qui est très décriée, condamnée, dénoncée par les ONG, les militants, entre autres les Algériens et les Algériennes sur les réseaux sociaux. C'est toute cette manière d'accueillir, d'interroger, de divulguer en vidéo, notamment les influenceurs qu'on a pu entendre. Abderrahim Moussaouer, c'est à vous. Un mot d'abord sur la présence d'Abdelmajid Tebboune. Vous parlez souvent d'illégitimité. On sait dans quelles conditions il a été élu. Il est dans l'incapacité, hélas, pour lui d'aller à la rencontre du peuple. Il est très proche de l'armée. D'abord, un mot
sur cette rencontre. Et puis j'aimerais surtout les uns et les autres vraiment vous entendre sur ces détenus. Ils sont nombreux, instrumentalisation de la justice, puisqu'encore une fois, dans cette affaire, ce qui nous intéresse ce soir, effectivement, c'est pas spécialement, et on a une pensée pour eux, mais l'enquête, on le souhaite, donnera ses conclusions. Faut-il encore qu'il y ait une enquête en Algérie, mais il y a encore une fois cette présomption d'innocence qui est bafouée, ou encore ce secret de l'instruction, entre autres. Alors, franchement, j'aimerais bien parler d'un état de droit, de la séparation des pouvoirs, pouvoir judiciaire, législatif, exécutif, etc. Mais est-ce que réellement en Algérie, nous avons des pouvoirs qui se respectent? Est-ce que nous avons des pouvoirs légitimes? Est-ce que nous avons des pouvoirs séparés? Ni si ce n'est une image, c'est une façade civile d'un pouvoir militaro-policier. Nous avons le président Tebboune qui a été désigné, bien sûr, qui se rend dans son ministère parce qu'il est, directement attaché à la défense, et puis en face du président ou du chef de l'état-major. Mais là, nous avons un président qui parle de la démocratie au ministère de la Défense nationale, alors qu'au préalable, il disait l'armée ne s'inclura jamais, ne s'incrustera plus jamais dans les affaires politiques. Et là, il parle de Qanoun al-Uqubat, Qanoun al-Jinayat, c'est-à-dire c'est comme si c'était lui qui définissait le côté politique, des libertés, de la démocratie. Alors il devrait y avoir en principe une justice qui devrait s'en occuper. Ça nous renseigne tout simplement sur le fait que les pouvoirs en Algérie, que ce soit le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire, ne sont que des appareils entre les mains de l'institution, donc du commandement militaire qui gère les affaires politiques. Justement, vous me parlez de justice. Vous êtes jeune, vous êtes internaute, en plus vous êtes sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez cette affaire une nouvelle fois mise comme ça devant le grand public, avec une justice qui est malheureusement inexistante, car parfois les choses d'ailleurs sont totalement affirmées quand on lit aussi ou on écoute un peu les officiels. On a entendu des présumés qui sont remis en cause dans cette affaire d'une manière encore une fois totalement inédite. En tout cas, c'est ce qui est condamné, notamment, je le disais, le secret de l'instruction, entre autres, je ne vais pas y revenir, j'en ai parlé. Le secret de l'instruction, il y a la présomption d'innocence qui n'a pas été respectée, et puis nous avons entendu des accusés par le biais de journaux, par le biais de chaînes de télé, bien sûr, aux ordres de ce régime, avec tout mes respects à tous ces journalistes, hommes et femmes, qui exercent leurs fonctions de façon noble et qui sont aujourd'hui piétinés dans leur travail. On ne les laisse pas travailler. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des journalistes, il y a des militants, et surtout, vous avez des journalistes qui sont en prison parce qu'ils font leur travail de façon professionnelle. Par contre, lorsqu'on a des télévisions comme Nahar Shourouk, qui montrent en principe, ça devrait être des PV qui devraient être enregistrés dans les commissariats. On les voit, c'est-à-dire on les voit clairement. Ils sont publiquement publiés. Et ça s'oppose directement au principe de la présomption d'innocence, des droits de l'homme, de la dignité humaine surtout. La dignité humaine, lorsqu'on montre des jeunes, des filles, des garçons à la télé difficilement répondre à des questions comme si c'était des criminels. Là, on se pose vraiment la question sur la présence de la justice. Ils font peur, ces jeunes. Est-ce que cette affaire, quelque part, elle n'est pas instrumentalisée, elle n'est pas utilisée à d'autres fins? Et cette jeunesse, notamment ces influenceurs qui jouent leur rôle, alors parfois on peut dire effectivement qu'ils n'ont pas spécialement un rôle politique ou un rôle de hiérarchisme, mais ils ont un rôle, ils donnent du rêve, ils s'expriment, ils essayent de s'exprimer librement. Est-ce que cette affaire, elle est peut-être pas instrumentalisée ou utilisée à d'autres objectifs, à d'autres fins, par notamment la présidence, le ministre de l'Intérieur, entre autres? Moi, je pense que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce pouvoir en Algérie, il a une base sociale qu'il a réussi à acheter à travers des projets. Nous connaissons tous le l'ANSEJ,
l'ANEM, etc. Donc toutes ces, c'est-à-dire cette oligarchie militaro-financière qui a acheté la paix sociale en Algérie à travers des jeunes, des projets, etc. Donc c'est une façon de leur dire aussi, voilà, vous pouvez être un bouc émissaire, vous faites ce qu'on vous demande de faire, sinon on va vous montrer au plein jour, c'est-à-dire on va vous montrer au grand public, à la télé, etc. C'est pas les jeunes eux-mêmes qui font peur, mais c'est la façon dont la justice et dont la médiatisation des affaires est montrée. C'est ça qui fait peur. C'est pour faire peur au peuple, pour faire peur aux militants, pour faire peur aux influenceurs qui pourraient éventuellement demain transmettre un message politique. Nous avons un régime qui s'oppose à tout travail politique parce que ces influenceurs, demain, ils peuvent faire de la politique, ils peuvent faire ou transmettre des messages à caractère solidaire, à caractère syndical, à caractère associatif. Donc là, le pouvoir algérien, il fait tout sauf permettre, autoriser tout ce qui est politique, syndical, associatif. Et nous avons des preuves complémentaires. La fermeture de sièges de partis politiques, la dissolution d'associations, de syndicats, parce qu'elles font tout simplement, ils font de la politique. Merci, restez avec nous. Je vais essayer de vous retrouver tout à l'heure une petite minute pour saluer notamment Jamel Belmadi qui est responsable avec le message qu'il a passé. Abdelrani Dorman, toujours avec nous, je pense. Abdelrani Dorman, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, alors justement, quand on va sur vos réseaux sociaux, bien sûr, il y a votre nom, votre prénom, mais il y a voilà, les droits humains, ça c'est important. On a encore là, d'abord, plus de 320 détenus. Je pense que vous êtes toujours alarmé quand on voit les droits humains, comment ils sont malheureusement bafoués. Et puis il y a aussi cette affaire qui sort aujourd'hui, et je le disais, alors qu'elle est connue par les autorités politiques depuis des mois. Quelle affaire? Alors on a ces jeunes qui malheureusement ont été entendus, mais d'une manière publiquement. Et la question qui se pose ce soir, c'est l'instrumentalisation, la présomption d'innocence, la manière de faire. On a Abderrahim Moussawa effectivement qui dit à un moment donné, est-ce que la question qu'il pose, son analyse, ce pouvoir ne met pas tout en œuvre peut-être pour bloquer toute tentative de message politique de la part des influenceurs par exemple? Ah oui. Malheureusement, dans ce pays, les droits de l'homme, c'est un vain mot. Il n'y a aucun droit humain de respecter, ni sur le plan individuel, ni sur le plan collectif, parce que écoutez, pour revenir justement à pour la démocratie, tout ça, la liberté d'expression qu'évoque Monsieur Tebboune, j'ai l'impression que le monsieur il parle d'un autre pays, d'une autre planète. Parler de droits d'expression et de droits humains en Algérie et de démocratie, ce n'est pas, on n'invente pas la roue de nouveau pour voir ou se rendre compte que dans notre pays, il n'y a ni démocratie, ni droit de l'homme, ni politique proprement dite, hein, il y a un désert politique, ni politique économique, c'est la débandade, c'est la gabegie, bon voilà, tant que, écoutez, un parlement de 2 chambres qui est quasiment désigné, ils ne font pas. Donc on ne peut pas parler de pouvoir judiciaire. Un parlement qui ne légifère pas, un parlement qui ne propose pas des lois, qui ne passe pas des motions de censure. Un pouvoir dit exécutif qui n'est pas issu d'une majorité élue démocratiquement,
c'est des technocrates, une somme de clientèle, malléable, coursier, voilà, un pouvoir judiciaire, un pouvoir plutôt législatif au début, maintenant judiciaire, une assemblée, comment dire, la Cour suprême, comment pas la Cour, le Majlis al-A'la al-Qada, qui n'est pas élu par ses pairs, ils sont désignés. C'est des magistrats de la famille, des amis, cooptés par les services. Donc on ne peut pas parler de liberté d'expression dans ces conditions-là. On ne peut pas parler de démocratie. Merci Abdelrani Dorman, journaliste freelance. Au plaisir de vous retrouver. Merci pour votre participation. Peut-être un mot avant de vous quitter, mais très très rapidement. Boualem Amoura, vous êtes parmi nous. Je voudrais juste, on voulait rendre hommage aussi à Jamel Belmadi. Prendre ses responsabilités, c'est aussi ça, de réussir, d'avancer. On peut échouer, mais en tout cas, il a eu un mot fort. Vous avez vraiment une toute petite minute, mais on se retrouvera, je pense, samedi prochain, je l'espère. Moi, j'ai un grand respect pour Jamel Belmadi, pas pour la personne, mais pour tout ce qu'il fait, pour sa culture, pour ses principes. C'est ce que doit être un Algérien, un responsable algérien. Là où, à chaque fois qu'on a failli, on demande des excuses. Parce que nul n'est parfait. Et à chaque fois, là, j'ai failli, je demande des excuses. Les grands de ce monde, tous les grands de ce monde ont demandé des excuses. Là, il ne faut pas s'entêter à chaque fois à se dire qu'il n'y a que moi qui connais, c'est moi qui sais, c'est moi qui gère bien. Mais c'est l'Algérie. Les responsables politiques. Et je vais devoir rendre l'antenne malheureusement, mais les responsables politiques en Algérie ont du mal à assumer parfois, à dire ok, je me suis trompé, c'est pas bon, ça va pas. En tout cas, à assumer, c'est un problème ça en Algérie. Il y a un problème d'arrogance et d'impunité aussi. Il y a aussi un problème de formation parce que, comme disaient certains de nos invités, ces gens-là, ils sont tombés comme ça, ils n'ont pas eu de grosse part des compétences. Jamel Belmadi, moi je suis pas trop ces dernières années de football, mais moi je reconnais en lui quelqu'un d'abord éduqué, de la modestie chez lui, et bien sûr de responsable. Qui travaille. Il est responsable. Travail et de responsable. Merci Boualem Amoura. Morad Ifsah, rapidement, pareil, une minute sur la responsabilité, les mots forts de Jamel Belmadi. Il est 19h54, je vais me faire taper sur les doigts encore sur l'heure. Effectivement, donc nous avons besoin dans notre pays de responsables effectivement qui portent des responsabilités. Et en ce qui me concerne personnellement, donc la chose la plus importante aujourd'hui, cette heure-ci, c'est le rassemblement de demain, place de la République, donc que nous voulons aussi donc organiser responsablement, fraternellement et démocratiquement, dans le cadre de la préparation du 3e anniversaire du Hirak. Et nous allons distribuer, bien sûr, aussi, donc nous allons marquer la journée de demain. Et j'invite les citoyens algériens qui sont dans la région d'Île-de-France. Nous allons distribuer un couscous demain, place de la République. Et nous allons débattre sur Yendayer et sur le 3e anniversaire du Hirak. Et je les invite tous à venir nombreux demain, place de la République, à partir de 13h. Bah écoutez, si je suis disponible, je me fais un plaisir de passer vous voir, notamment, entre autres, pour ce bon couscous. Le mot de la fin, Abderrahim Moussaouer, il est 19h55. Une minute aussi, la responsabilité, l'exemplarité de Jamel Belmadi. Il y a le foot, mais c'est surtout un homme qui dit j'ai échoué, je suis responsable. Il y a des hauts, des bas, mais c'est ça d'avancer, d'être efficace et de construire. Je pense que Jamel Belmadi, c'est le meilleur exemple de ce qu'on dit souvent, la personne qu'il faut au poste qu'il faut. C'est quelqu'un qui porte ses responsabilités, qui assume les hauts et les bas de l'équipe nationale. C'est quelqu'un qui protège aussi ses poulains. Il faut voir ses conférences de presse, comment il protège ses joueurs, il protège son équipe nationale. Donc c'est à l'image de cette responsabilité. C'est ce qu'on veut dans l'Algérie. Il y a un vrai message de responsabilisation au-delà du football.
Exactement. Merci, Donc, Abderrahim. on est responsable, on respecte, on se fait respecter. Merci Abderrahim Moussaouer d'avoir été avec nous. Voilà, si vous le voulez, rendez-vous demain, place de la République à Paris pour préparer le 3e anniversaire du Hirak. Il y a eu ce rassemblement à Lille, entre autres. C'est bien parti en tout cas. Et puis je le rappelle, comme je dis toujours, la révolution n'est pas terminée. Le Hirak n'est pas terminé puisqu'il continue d'une manière ou d'une autre sur les réseaux sociaux. Entre autres, il y a des réunions, des rassemblements, des tracts, des messages qui sont passés. Voilà, vous avez vu à l'écran les quelques images des influenceurs qui ont été entendus, des influenceurs qui se sont aussi exprimés rapidement en ayant eu information un peu de cette éventuelle escroquerie de cette agence. On met ça au conditionnel. On espère que l'enquête en dira plus. Certains influenceurs qui se sont exprimés, notamment Numidia qui rapidement a passé un message voilà, d'incompréhension et d'explication. Merci infiniment d'avoir été avec nous. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour une émission autour des élections présidentielles françaises, mais liée bien évidemment à l'immigration stigmatisée, à cette force de la diaspora en France qui sera amenée certainement à voter. Pourquoi les candidats stigmatisent autant l'immigration? Énormément critiquent et reviennent sur l'Algérie. Pour certains, c'est l'un des pays qui pose le plus de problèmes. On y reviendra demain avec nos invités. Merci à tous. Je vous souhaite une très belle soirée sur El Mararibia. Le programme continue. À demain.